Bonjour tout le monde, je suis Louise Rousseau, directrice générale de l'APICA, Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouvel entrepreneur qui a fait l'acquisition d'une entreprise qui est très aimée à Aylmer. C'est la saucisserie William G. Walter. Bonjour Alain. Allô Louis, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Oui, ça va très bien, merci. Alors, tu t'es lancé dans une toute nouvelle aventure parce que je pense que le monde des affaires, c'est pas ton plan premier de carrière. Non, exactement. Exactement. J'ai fait l'acquisition en janvier. J'étais fonctionnaire fédéral. Donc, c'était ça ma carrière. Puis, avec la pandémie, etc., j'ai eu un peu comme beaucoup de gens, là, j'ai eu une remise en question. Puis, l'opportunité s'est présentée. Donc, je savais que l'entreprise était bien connue à Aylmer puis qu'elle avait une bonne réputation. Fait que j'étais moi-même client. Donc, j'ai eu le goût d'aventure, puis je me suis lancé. Est-ce que tu es un résident d'Aylmer? Oui, je suis résident d'Aylmer. Ça fait 20 ans. J'ai élevé ma famille ici. J'ai 3 enfants, puis on était à Aylmer depuis 20 ans. Puis, quand tu as décidé de faire l'acquisition de la saucisserie, est-ce que c'était vraiment un établissement comme en restauration ou en alimentation que tu cherchais, ou bien si tu étais ouvert à toutes sortes d'entreprises? Oui, j'étais ouvert parce que je voulais vraiment être entrepreneur, me lancer, puis être à mon compte. Puis, sauf que j'ai eu un petit background en restauration rapide. J'ai travaillé 7-8 ans là, quand j'étais début adolescence, début adulte. Là. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a quand même passionné un peu, la cuisine, le monde, l'environnement que ça va vite, les défis, etc. Fait que ça mariait un peu les deux, là, je te dirais. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, là, je pense que ça l'a fait comme un déclic. Là. Je pense que ça serait la bonne entreprise pour moi. Là. Ça doit quand même être une décision un peu difficile de passer d'une carrière avec toute la sécurité qu'on connaît de la fonction publique en s'en allant un petit peu, c'est presque un saut dans le vide. Là. Ah, exactement. C'est sûr que ça peut faire peur, mais j'étais prêt. Ma réflexion là, est entamée depuis longtemps. C'est sûr que côté sécurité, j'en laisse beaucoup sur la table là, au niveau des les assurances, etc., tous les bénéfices qui viennent avec ça. Sûrement, il y en a qui vont peut-être me traiter de fou un peu à quelque part, mais c'était le bon moment là. Au niveau de la famille, les enfants sont rendus quand même assez grands, autonomes, etc. Ma femme a un emploi secure, donc avec une bonne stabilité. Donc, je pense que toutes les étoiles étaient alignées là, pour faire le saut. Là. C'est bien ça. Parlons un petit peu de ton magasin, en fait. Oui. Alors, il y a différents services. Commençons par parler du comptoir, ton comptoir de charcuterie, parce qu'il y a possibilité d'acheter de la saucisse qui n'est pas cuite chez vous. Oui, ça? exactement. Oui. On a deux variétés de saucisses. On a des saucisses fraîches, donc qu'il faut faire bouillir, il faut faire cuire au préalable. Puis on a aussi des saucisses fumées, donc eux sont pré-cuites, donc c'est seulement les faire réchauffer dans le fond sur le barbecue rapidement. Fait qu'on a deux types de saucisses, mais en tout, on a une variété là, qui est d'environ 75 différentes sortes de saucisses. Là, donc ça passe par des saucisses qui sont avec fromage, pas de fromage, épicé, pas épicé. J'ai des options sans porc, donc au poulet, à l'agneau. Donc j'en ai pour tous les goûts. Puis le concept est intéressant parce que c'est en vrac. Donc, tu peux déguster, là, tu peux en choisir quelques-unes de chaque, puis déguster, puis en essayer plusieurs. Donc, ils viennent pas en format déjà préétabli. Donc, OK. On peut choisir une saucisse, partir avec seulement une saucisse ou avec une sélection qu'on se sera faite nous-mêmes. Exactement. Est-ce qu'il y a des produits sans gluten? Oui, toutes nos saucisses sont sans gluten, sont certifiées sans gluten. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Excellent. Puis, comme autre service que tu offres, il y a aussi le comptoir pour emporter, disons, sur l'heure du lunch. Les gens sont en mesure d'aller chercher quelque chose à manger. Oui, effectivement, on offre la sandwich européenne. Donc, ça, c'est très populaire. Donc, encore là, vous avez une sélection d'environ, là, je dirais, là, 15 à
à 20 saucisses comme choix pour prendre en sandwich. Donc, c'est une sandwich européenne, donc ça vient avec des garnitures, des choix de sauce de moutarde, de ketchup, barbecue. On fait une sauce maison, on fait une moutarde maison, en fait, qui est sucrée épicée, qui est assez populaire. Donc, je dirais que les sandwichs, le format sandwich européen est très populaire, là, donc, puis on l'offre tout au long de la journée, là, jusqu'à la fermeture. Donc, c'est pas juste le midi, c'est tout le long de nos heures d'ouverture. On a aussi une version sans pain, donc on appelle dans la barquette, on appelle ça dans une barquette. Donc, c'est la même version sandwich européen, pardon, sauf sans le pain. Donc, c'est dans un bol. Donc, pour ceux qui ont des intolérances au gluten, des choses comme ça, ben, ils peuvent prendre une version sans pain. On a aussi une version végétarienne. Donc, c'est un pâté végétarien qu'on remplace la saucisse avec. Donc, mais tous les mêmes choix de garniture. Est-ce que c'est possible de manger sur place? Oui, on peut manger sur place. J'ai 2 tables extérieures. Donc, selon la température, là, si la température le permet. Donc, on peut manger sur place tout en ayant l'ambiance de la rue principale, là. Puis, au-delà de ton comptoir de charcuterie, est-ce qu'il y a des produits, est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont offerts au magasin? Oui, absolument. On a une épicerie fine. Donc, du côté de l'épicerie fine, on peut retrouver, j'ai un grand choix de moutarde. Encore là, ça varie de moutarde régulière, moutarde de Dijon, moutarde épicée. Puis j'ai aussi des sauces barbecue. J'ai des pâtes, j'ai des épices. Donc, j'ai une grande variété, là. C'est un projet continu, donc on essaie d'amener des produits qui sont différents, qu'on retrouve peut-être pas nécessairement en épicerie. Puis on essaie d'encourager le local, donc on essaie d'aller chercher des produits qui sont de la région ou du moins du Québec ou de l'Ontario près de chez nous, là. Je sais parce qu'on a déjà utilisé les services de la saucisserie que vous faites aussi un petit peu comme un service de traiteur. Oui, exactement. C'est pas traiteur avec la salade et toutes les choses, mais vous offrez quand même des produits qui est possible d'avoir pour des événements spéciaux. Oui, absolument. En fait, on peut faire des barbecues. On peut nous engager pour aller faire un barbecue. Donc, on offre différentes variétés. Donc, ça peut être en service hot dog, donc en format hot dog. Ça peut être juste une saucisse sur bâton. Donc, nous, on arrive là, on fait une sélection de saucisses ensemble. Quelle saucisse que vous aimeriez avoir pour l'événement. Puis ensuite de ça, on choisit le format en hot dog ou sur bâton. Puis on arrive là, puis on s'occupe de faire la cuisson et le service. Donc, c'est pas un service aux tables, là, on n'a pas une équipe pour ça, mais donc oui, on est ouvert aussi aux suggestions. On essaie de trouver une façon où ça va être bon pour tout le monde, que ça va être simple, ça va être rapide. Donc oui, on en fait absolument, c'est possible. Puis on est ouvert, comme je disais, aux suggestions, puis on veut travailler ensemble. Donc on veut la saucisse, ça se mange facilement, c'est rapide. Pratiquement tout le monde aime ça, donc c'est un bon choix. Vous êtes situé à quel endroit? Je crois que c'est sur la rue principale. Oui, absolument. On est au 88 rue principale. Donc, pour les gens qui connaissent, c'est l'ancienne boutique. On est à quelques portes. On est à 4 portes de l'ancienne adresse. Donc, on est même côté de la rue, 88 principale. On est facile à trouver, là. On n'est pas loin de l'ancien endroit. Je suis contente de voir le nombre de maillages qui se fait. Les maillages directement sur la rue principale, comme avec l'Autreuil, comme avec le 5e Baron. Je trouve ça fantastique parce que effectivement, ce sont des entrepreneurs qui sont très actifs dans notre communauté, puis qui sont toujours fiers de travailler avec les autres. Puis je suis contente que tu fasses partie de cette communauté-là de gens qui s'entraident pour que l'entrepreneuriat devienne plus fort. Absolument. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. J'aimerais vous présenter une nouvelle membre de l'APICA. Il s'agit de Aline Ayoub, qui est une spécialiste en ressources humaines. Alors, bonjour Aline. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ça va, merci. Alors, j'aimerais te laisser présenter ton entreprise. OK, parfait. Alors, je suis chef de direction de la firme conseil Ayoub RH.
On se spécialise à aider les petites et moyennes entreprises, tant du côté du Québec que du côté de l'Ontario. En fait, on a commencé en Ontario. Moi, ça fait 2 ans que je suis revenue dans la région ici. Puis notre clientèle en Ontario, c'est surtout les gens qui sont pas assez gros pour avoir besoin d'un département ressources humaines, mais assez gros pour avoir besoin des services ressources humaines. Donc vraiment, là, je suis allée chercher les petits entrepreneurs qui ont de la difficulté à gérer leur personnel, qui ont de la difficulté à manœuvrer avec les politiques, puis surtout avec la pandémie. Pour nous, ça a été un avantage, la pandémie, parce que les employeurs puis les chefs d'entreprise, ils ont eu un casse-tête incroyable à comment gérer leur personnel, quoi faire. Donc, ça a été profitable pour nous. Puis depuis que je suis au Québec, ben d'abord, on s'est rencontrés dans une soirée de réseautage. Oui. Ça a été merveilleux. Puis là, ben je regarde vraiment là au niveau de l'expansion du côté de Hull. Puis c'est principalement pour ça que la PICA m'a vraiment, vraiment intéressée. Oui. En fait, moi, j'ai adoré notre premier contact qu'on a eu, en fait, comme tu disais, en réseautage, parce que moi, ce qui m'a beaucoup marqué de toi, c'est ton ouverture, le sourire, puis on est porté à aller te parler. Alors, j'avais beaucoup apprécié ça. J'aimerais que tu me parles de ton parcours, parce que c'est quand même un parcours, tu as été dans une très grande entreprise, puis explique-moi tout ça, là, comment tout ça t'a amené à ouvrir un bureau, puis là, développer ta propre clientèle. Oui, certainement. Ben, comme tu dis, ben, j'ai commencé avec la compagnie de la baie du Thon. En fait, je sais même pas si je devrais le mentionner, là, mais j'ai commencé avec Simpson. Fait que ça donne un petit peu une idée, là, de la génération. Puis j'ai toujours été dans le domaine des ressources humaines. Donc, le dernier poste que j'ai occupé à Montréal, j'étais la directrice des ressources humaines du siège social de Zellers. Et puis là, à un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient amalgamer les 2 sièges sociaux, celui de Toronto puis celui de Montréal ensemble. Puis c'est là que j'ai commencé à vivre dans la région de Toronto. Puis laisse-moi te dire que lorsqu'on est en ressources humaines et puis qu'on travaille avec une restructuration aussi grosse, là, les journées sont jamais assez longues. Il y a tellement d'heures dans une journée qu'on a besoin de remplir pour les formations, pour les embauches, parce que ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on a embauché des gens du côté de Toronto, parce que c'est pas tout le monde finalement qui pouvait être transféré ou qui acceptait le transfert à Toronto. Donc ça a pris plusieurs années jusqu'à temps que vraiment on se sente établi à Toronto. Mais il n'y en avait plus de siège social Zellers. Donc, j'ai travaillé au siège social de la Compagnie de la baie du Thon à Toronto. Et puis, après la baie, j'ai fait application pour travailler chez Loblaws. En fait, ce sont eux qui sont venus me chercher. Puis, ce que j'ai fait pour Loblaws, c'est que j'étais en charge des pharmacies de Loblaws à travers le Canada. Donc, c'était une opportunité de créer un poste, puis d'éduquer les directeurs de magasins sur c'est quoi avoir une pharmacie à l'intérieur de leur magasin, puis surtout, pourquoi les pharmaciens sont payés plus que les directeurs de magasins. Ça a été là un défi très grand que j'ai été obligée de relever, parce que finalement, il a fallu leur faire apprendre qu'un pharmacien, il a la vie d'un client dans ses mains. S'il prescrit le mauvais médicament ou s'il prescrit la mauvaise dose, ben ça peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses pour le client. Puis ça justifiait, si tu veux, le salaire qu'on leur payait. Donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire parce que de monter à nouveau poste, j'ai voyagé là, j'ai fait tout le tour du Canada pour comprendre c'est quoi la réalité là, des pharmaciens, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs défis, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. L'utilisation du fax est très importante pour eux, mais il fallait qu'ils sortent de la pharmacie pour aller l'utiliser. Donc, il a fallu vraiment acheter des nouveaux fax, s'assurer qu'ils ont accès à ce système-là d'une façon régulière et qu'ils n'aient pas besoin de sortir de la pharmacie. Bref, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Puis après Loblaws, ben, je suis allée chez Sears Canada,
au siège social, toujours à Toronto. Puis là, ben, j'avais un portefeuille vraiment très grand. C'était plus la pharmacie, c'était les services financiers, le marketing, la mode, hommes-femmes. Bref, assez pour me tenir occupée, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis juste pour répondre à ta question qui fait que pourquoi est-ce que j'ai décidé de me partir en affaires, ben Louis, je te dirais que la journée où j'ai réalisé que marcher, c'était pas assez vite, ou même courir, c'était pas assez vite pour faire ce que j'avais à faire chez Sears, je me suis dit, ben écoute Aline, t'as assez de bagages, c'est le temps pour toi là, de passer à autre chose. Donc, en novembre 2011, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Puis c'est là que la nouvelle aventure a commencé. Pas de clients, apprendre c'était quoi le langage d'un entrepreneur, apprendre c'est quoi les différents chapeaux qu'un entrepreneur doit porter. Et puis là, tu vois, on est en 2023, puis on est encore en vie. Donc, il y a quelque chose que j'ai fait qui a fait que ça a marché. Puis, dans une conversation qu'on a eue, tu me dis, je suis en ressources humaines, mais moi, je touche pas à l'embauche. Oui. Alors, moi, ça m'a jeté à terre d'entendre ça parce que je pensais que les ressources humaines, c'était pas mal ça qui faisait de l'embauche. Alors, explique-moi, là. C'est vraiment un commentaire intéressant que tu apportes parce que quand on dit aux gens, je suis en ressources humaines, la première question, c'est, écoute, moi, je cherche quelqu'un en... Mais l'embauche, c'est tellement différent de tout ce qui est l'aspect stratégique ressources humaines. Puis moi, c'est vraiment l'aspect stratégique dans lequel on travaille. Puis ce que ça veut dire, en fait, c'est écrire des politiques d'employés, écrire des manuels d'employés. On aide les entrepreneurs à gérer leur personnel en amont. C'est-à-dire qu'avant qu'ils pensent à recruter du personnel, on les aide à s'assurer qu'ils ont vraiment besoin de cette personne-là. Donc, on commence par la charte organisationnelle de l'entreprise. C'est quoi les objectifs financiers de l'entreprise? Puis, quelles sont les ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs? Donc, on les aide de cette façon-là. Ça inclut l'affichage de poste, ça inclut la description de poste, ça inclut les compétences nécessaires. Donc, on leur donne tous les outils dont ils ont besoin pour s'assurer que leurs embauches vont être bien faites, puis aussi s'assurer que ça vaut la peine d'engager ce poste-là, parce que les jeunes entrepreneurs, ben c'est important, hein, les finances, c'est important combien ça coûte au bout du mois. Donc, l'instinct des entrepreneurs, c'est « j'ai besoin de personnel ». Mais nous, on est là pour dire « OK, tu as besoin, mais cette personne va faire quoi? Puis est-ce que cette personne va te rapporter financièrement? » Puis c'est ça qui est important. Donc, c'est ça qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent ressources humaines, payroll, le salaire des employés, l'embauche des employés, mais il y a tellement plus que ça. Ben, je crois que je vois le bout de l'iceberg. Est-ce que tu es capable de me dire les entreprises types avec lesquelles tu travailles, disons une petite entreprise puis une plus grande, pour qu'on soit capable d'expliquer un peu à nos auditeurs si ça pourrait fonctionner du travail Oui, avec absolument, toi. absolument. Donc, moi, je regarde les petits entrepreneurs. Donc, ceux qui ont un minimum de 5 employés jusqu'à 20 employés. C'est cette niche-là qui nous intéresse le plus. Puis, le type d'entreprise, on ne se spécialise pas dans un type d'entreprise, mais on se spécialise dans une grandeur d'entreprise. Puis là, ben, on les aide là, à monter leur département de A à Z, de façon à ce qu'ils puissent être conformes avec la législation du marché du travail, puis de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas en cours pris avec des difficultés. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Puis, on voudrait qu'ils soient aussi ouverts depuis un minimum de 5 ans. Parce qu'avant ça, le besoin ressources humaines est là, mais c'est intéressant parce qu'ils ne le voient pas encore. Ils pensent qu'ils sont capables de faire les ressources humaines quand ils ouvrent. Ils vont avoir besoin d'un avocat, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper de leurs finances, mais ressources humaines, ils pensent qu'ils sont capables, puis on reçoit le téléphone la minute où ils ont un problème. C'est là qu'ils nous appellent, puis qu'ils nous demandent de les aider. Merci beaucoup, Aline. Merci.
J'aimerais vous présenter une personne qui a le monde alimentaire et des affaires dans son cœur. C'est la 4e génération d'épiciers à Aylmer. Alors, je vous parle de Myriam Laflamme du marché Laflamme. Bonjour Myriam. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci, merci. Alors Myriam, commençons par justement cet historique-là parce que tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, on parlait que vous êtes en 4e génération de propriétaires chez les Laflamme. Raconte-moi toute cette histoire-là, comment ça s'est commencé le marché Laflamme pour se rendre jusqu'à maintenant. Donc, le marché Laflamme est ouvert par mon arrière-grand-père en 1959, qui a été repris par mon grand-père. Puis mon père, ça l'intéressait vraiment. Puis il a travaillé là depuis qu'il était un jeune jazz, là, comme 10-12 ans. Donc, il travaillait avec son père, puis il aimait ça. Puis finalement, lui, il l'a vraiment repris en 94. Donc, complètement le propriétaire. Nous, on était avant un IGA. Ça a commencé, ça a été ouvert un IGA. Puis c'est là que le centre d'achat avait tout été construit en 1959. Donc, en 2002, si je ne me trompe pas, on est vraiment changé à Marché Laflamme. Donc, on est devenu indépendant. Puis, moi, je suis née en 95. Puis là, à un moment donné, c'était le temps des études. Puis, je me disais, OK, ça m'intéresse. J'ai commencé à l'âge... j'avais 8 ans. Mon père m'apportait à Place Cartier. Il y avait une autre épicerie à Place Cartier, le IGA Laflamme. Puis, il m'apportait travailler, faire l'étiquetage, des petites affaires la fin de semaine. Donc, j'ai commencé un peu avec ça, puis finalement, à l'âge de 12-13 ans, je pouvais faire plus de tâches manuelles. Donc, j'ai commencé dans la boulangerie, ça au marché Laflamme à Aylmer. Après, j'ai été dans la caisse, fruits et légumes. Donc, j'ai avancé comme ça. Puis, rendu dans le temps de choisir mes études, j'ai été au cégep en gestion de commerce. Le programme, je le trouvais qui me cherchait pas assez. Fait que j'ai été à Cité collégiale. Donc, j'ai fini en administration, gestion de commerce à Cité collégiale. Donc, après, j'ai embarqué avec mon père temps plein. Ça fait 6 ans de ça que là, je suis vraiment temps plein au marché Laflamme avec lui, puis en voie de devenir copropriétaire avec lui. Alors, présentement, ton père est propriétaire et toi, tu es Exact. en voie de devenir propriétaire et de poursuivre l'aventure. Puis on espère avec une 5e puis une 6e génération. On verra bien, ça serait le fun. C'est quoi le secret du marché Laflamme pour avoir si bien réussi à ce que les gens d'Aylmer aient un sentiment aussi grand d'appartenance envers votre entreprise? Bien, je pense le fait, premièrement, que c'est familial, que mon arrière-grand-père, mon grand-père, même mon père, ils étaient toujours sur place. C'était des propriétaires qui étaient sur le plancher. J'ai encore des clients qui me disent « Hey, j'ai travaillé avec ton arrière-grand-père. » Puis je suis comme « Wow, quand même! » là. Donc, c'était mon premier emploi. Donc, ça a vraiment été le premier emploi de beaucoup de personnes. Beaucoup de familles viennent chez nous. Donc, c'est vraiment convivial. Fait que le monde aime beaucoup ça. Puis, je pense le fait que les employés aussi restent longtemps, le monde se sent à l'aise. On a des belles conversations, on connaît les noms des clients. Donc, je pense juste le petit plus comme ça aide vraiment à nous différencier. Pendant la pandémie, je crois que c'est pendant la pandémie qu'il y a eu une panne électrique puis que vous avez été obligé de donner des produits. J'ai trouvé que c'était un geste tellement beau. Merci, merci. Ça m'a vraiment touchée de voir qu'il y ait quelqu'un du secteur de l'alimentation qui ne faisait pas que jeter les choses, qui faisait en sorte que les gens pouvaient en profiter. Est-ce que vous avez comme une politique pour venir en aide aux démunis ou bien si ça a été juste un concours de circonstances? Bien, pour de vrai, d'habitude, du lundi au vendredi, on donne tout à la banque alimentaire, tous nos invendus. C'est encore concevable, c'est juste la date d'expiration ou meilleure avant est passée, mais c'est pas parce que c'est plus bon. Fait qu'on donne du lundi au vendredi, puis la fin de semaine, on donne au frigo anti-gaspillage, parce qu'à la banque alimentaire, ils viennent pas la ramasser. Donc, 7 jours sur 7, tout est donné. Fait que là, nous, quand c'est arrivé, la panne d'électricité, on espérait que ça revienne. On essaie de louer des génératrices. Aucune n'est disponible. Puis là, on s'est rendu compte, on regardait les températures, on a dit, c'est trop tard. C'est comme tout ce qui était viande, ça, on n'a pas pu le donner parce que c'est dangereux pour la santé. Mais là, moi, je prenais les inventaires en arrière, j'étais dans les fruits et légumes, puis j'ai dit, ben, le céleri, il est encore bon, là. J'ai dit, mais je pourrais pas leur vendre si j'ai l'électricité demain matin.
c'est pas correct moralement, tu sais, il sera plus beau dans une journée. Mais je dis, c'est encore consommable, si le monde mange ça aujourd'hui, ou... Fait que j'ai dit, OK, on va sortir quelques boîtes. Fait que ça a vraiment été un petit travail d'équipe. On scannait qu'est-ce qui avait été perdu. On avait une petite génératrice pour une caisse. Donc, on sortait ça avec des chariots. Puis là, moi, j'avais même pas de réseau sur mon téléphone. Là, je dis à quelqu'un, tu me passes ton cellulaire? Il fonctionnait. Je me dis, je vais mettre une photo sur Facebook. Je veux pas que ça reste là. Personne ne le sait. Ben, j'ai mis une photo sur Facebook. Puis, je pense, 20 minutes après, je continue de sortir des chariots. Ben, le parking était plein. Puis j'ai dit, ben voyons, on est fermé. Mais le monde, vraiment, là, des lignées. Puis c'était le fun parce que tu voyais que le monde, il choisissait comme... il était pas trop au début... il prenait plein de choses qu'il n'aurait pas eu de besoin. Vers la fin, c'est arrivé, là, mais on a contrôlé ça. Mais au début, non, le monde, il était très reconnaissant. Puis il disait, « Wow, vraiment, merci. Puis vous ne l'avez pas gaspillé. Moi, c'était important pour moi. C'était toute de la bonne nourriture. Puis il y a tellement de monde qui ont de la misère à manger que je dis, c'est pas vrai qu'on va mettre ça au vidange. Là. Ça se mange encore. » Fait que on a tout donné ça. C'est un très beau geste. Ben, merci. Tu fais partie du conseil d'administration de la PICA, puis je t'en remercie. J'aimerais que tu nous dises les raisons pour lesquelles ça te tenait à cœur d'être sur le conseil d'administration, puisque tu es vraiment une personne qui est très occupée. Alors, es-tu capable de s'il vous plaît, me donner un peu d'informations à ce sujet? Oui, bien, c'est une organisation très, très importante à Elmer. Vraiment, toute l'aide qui est donnée, que ce soit aux commerçants, aux professionnels, ça me tient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de monde qui commence en affaires, qui ont besoin aussi de réseautage, vraiment, comment s'enligner. Donc ça, vraiment, la PICA est vraiment bonne pour ça. Puis sinon, vraiment, au niveau des événements qui sont créés, ça, c'est ce que je trouve le plus beau aussi. Donc moi, les événements, je trouve que ça l'emmène du monde, d'achalandage, connaître les entreprises d'ici, les professionnels d'ici. Donc pour moi, c'était vraiment important de pouvoir participer à cela. Donc, j'aime ça participer beaucoup. Désolée, je n'étais pas là dernièrement, mais non, pour vrai, ça me tenait beaucoup à cœur. Ben merci d'être là, Myriam. Ben merci. Merci d'être venue te prêter au jeu de nos petites entrevues. Oui, c'est bien le fun. Merci.